Le nazi cria « Ouvrez le cercueil !» jusqu'à ce qu'il sente ce qu'il y avait dedans. Pologne, 1943. Le cercueil pesait trop lourd. L'Unterscharführer le remarqua au moment même où ses hommes le sortirent du corbillard. Ce poids supplémentaire que le bois, à lui seul, ne justifiait pas. Ce léger déséquilibre entre une extrémité et l'autre, qui indiquait que la répartition de la charge à l'intérieur n'était pas la répartition uniforme d'un corps humain au repos, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ne correspondait pas à ce qui aurait dû s'y trouver. Il s'appelait Friedrich Kessler. Cela faisait 18 mois qu'il était affecté à Cracovie. Et en 18 mois, il avait appris à se méfier des choses qui pesaient plus qu'elles ne le devraient. C'étaient souvent les plus intéressantes dans son travail. Il leva la main. Le cortège funèbre s'arrêta. Il y avait 6 personnes dans ce cortège, en plus des 2 hommes qui portèrent le cercueil. Un prêtre en soutane noire, tenant le livre des morts sous le bras. 3 femmes vêtues de deuil, qui pleuraient avec cette retenue si particulière au deuil polonais. Et un homme âgé qui marchait avec une canne, les yeux rivés au sol devant ses pieds, avec l'attention de quelqu'un qui a besoin de toute sa concentration pour s'assurer que le sol est toujours là. Kessler les regarda un par un, puis il regarda le cercueil. Il dit en allemand, avec le ton de quelqu'un qui ne pose pas une question, mais donne un ordre qu'il s'attend à voir exécuté immédiatement. « Ouvrez le cercueil !» Le prêtre fit un pas en avant. C'était un homme d'environ 55 ans, avec le visage de quelqu'un qui a passé de nombreuses années à entendre des confessions et qui a donc développé la capacité de garder une expression parfaitement neutre, quoi qu'on lui dise. Il répondit à Kessler, dans un allemand fortement teinté d'accent polonais, qu'il n'était pas possible d'ouvrir le cercueil, car le défunt était mort du typhus et le médecin qui avait établi l'acte de décès avait expressément ordonné que le cercueil demeure scellé afin d'éviter toute contagion. Kessler le regarda. Le prêtre soutint son regard avec le calme de quelqu'un qui n'a rien à cacher, ou qui a tant à cacher que la différence n'a plus d'importance. Kessler dit qu'il se moquait du typhus et qu'on ouvre le cercueil. Le prêtre répondit qu'il comprenait parfaitement l'autorité de monsieur l'officier et regrettait de ne pouvoir exécuter son ordre, mais que, si monsieur l'officier insistait pour ouvrir le cercueil, il devrait le faire lui-même, car aucun croyant ne pouvait participer à la profanation d'un mort. Et aucun médecin sain d'esprit ne signerait une autorisation, le risque de contagion étant réel et ayant déjà causé la mort de 3 personnes dans le quartier au cours des 2 dernières semaines. Kessler regarda le prêtre. Il regarda le cercueil. Puis, il s'en approcha et s'accroupit à côté. Ce qui parvint alors à ses narines n'était pas l'odeur propre et neutre du bois verni, mais quelque chose de plus complexe et surtout de plus immédiatement reconnaissable pour quelqu'un qui a côtoyé la mort assez souvent pour savoir quelle odeur elle a. Ça sentait la mort. Pas le typhus en particulier, car le typhus avait une odeur que Kessler connaissait et qui n'était pas exactement celle-là, mais l'odeur plus générale de la décomposition humaine dans ses premiers stades. Cette odeur douceâtre et lourde qui s'accroche aux vêtements et aux cheveux et qui, une fois reconnue, ne peut plus être confondue avec rien d'autre. Kessler se redressa. Il recula d'un pas par rapport au cercueil. Il regarda le prêtre, qui le regardait toujours avec la même expression neutre. Et il dit, avec le ton de quelqu'un qui est arrivé à une conclusion qui ne lui plaît pas mais qu'il accepte parce que les alternatives sont pires, « Continuez ». Le cortège reprit sa route. Ce que Kessler ne sut jamais, ce qu'aucun des 4 contrôles que ce cortège franchit cet après-midi-là ne sut jamais, c'est que le cercueil contenait effectivement un cadavre. Le corps d'un vieillard mort de cause naturelle 2 jours plus tôt, mais que le vieil homme n'occupait pas le cercueil seul.
il partageait cet espace de bois avec 3 personnes vivantes, qui étaient coincées entre les planches depuis 5 heures et qui avaient retenu leur souffle dans les instants de plus grand danger avec la conscience très nette que l'odeur que Kessler avait sentie était à la fois leur meilleure protection et leur plus grande horreur. L'homme qui avait conçu ce système s'appelait Joseph Marian Grabowski. Il était croque-mort de profession, fils de croque-mort, petit-fils de croque-mort, et il en savait plus sur la mort, sur ses odeurs, ses rythmes et ses apparences, que n'importe quelle personne vivante qu'il eût rencontrée au cours de ses 47 années d'existence. Et il avait utilisé tout ce savoir pour construire le système de sauvetage le plus macabre et le plus efficace de toute la résistance polonaise. Voici ce qui s'est passé. Partie 1. Le monde avant les ténèbres. Qui était Joseph? Pour comprendre Joseph Grabowski, il faut d'abord comprendre qu'il était un homme dont le rapport à la mort était aussi quotidien et aussi dépourvu de drame que celui d'un boulanger à la farine. Non pas parce qu'il était insensible à ce que la mort signifiait, mais parce qu'il avait grandi dans un univers où la mort était le travail et le travail était la vie, et où la séparation entre les deux n'existait pas de la manière dont elle existe pour les gens exerçant des métiers plus éloignés de la mortalité. Joseph Marian Grabowski naquit le 8 octobre 1896 à Cracovie, dans le quartier de Kazimierz, qui était encore à cette époque le quartier juif de la ville. Même si cela changerait dans les décennies suivantes, sous l'effet des mouvements de population, provoqués par la modernisation, puis par la politique. Il naquit dans une famille de croque-morts, exerçant le même métier depuis 3 générations, et qui avait des contrats avec les paroisses de plusieurs quartiers de la ville pour la gestion des services funéraires, ce qui, dans la Cracovie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, constituait une activité parfaitement respectable, quoique peu lucrative. Son père, Stanisław Grabowski, était un homme qui associait d'une manière peu commune le pragmatisme absolu qu'exigeait le métier à une véritable sensibilité envers les personnes endeuillées, ce qui le rendait particulièrement bon dans la part du travail qui n'était pas technique mais humaine, l'accompagnement des familles tout au long des funérailles, la capacité à être présent dans la douleur des autres sans prétendre que cette douleur n'existait pas, sans pour autant s'y noyer lui-même. Joseph hérita de ces 2 qualités, le sens pratique et la sensibilité, même si elles se manifestaient chez lui de façon moins visible que chez son père. Car Joseph avait, depuis l'enfance, une tendance à la réserve qui faisait partie de son caractère et que son métier avait renforcé au fil des années, parce que le métier de croque-mort exige une discrétion qui, avec le temps, devient partie intégrante de la personne et non plus seulement de la pratique professionnelle. Il apprit le métier dès l'âge de 8 ans, en accompagnant son père aux veillées funèbres, aux enterrements et dans les cimetières, avec le naturel de quelqu'un pour qui ces lieux sont simplement les lieux où travaille son père et non des espaces investis d'une signification particulière, comme ils le sont pour la plupart des gens. Il apprit les aspects techniques du travail, la préparation du corps, la fabrication élémentaire des cercueils que Stanisław réalisait lui-même dans son atelier au lieu de les acheter à des fournisseurs, parce que cela coûtait moins cher et parce que Stanisław disait qu'il préférait savoir exactement ce qu'il mettait sous ses clients, la logistique des transports, les exigences des différents cimetières de la ville, qui n'étaient pas les mêmes, et demandait une connaissance précise de chacun pour que les services se déroulent sans heurts. Et il apprit aussi la part que personne n'enseigne formellement, parce que personne ne l'a jamais réellement systématisée. La connaissance exhaustive et entièrement dépourvue de romantisme du processus de décomposition du corps humain, de ses rythmes, de ses étapes, de ses manifestations dans différentes conditions de température, d'humidité et d'exposition à l'air, ainsi que des odeurs
spécifiques associés à chaque stade de ce processus. Ce savoir, accumulé au long de décennies de travail quotidien au contact de la mort sous toutes ses formes, serait l'élément le plus essentiel du système qu'il construirait pendant la guerre. Il se maria en 1921 avec Agnieszka Witek, fille d'un marchand de bois du quartier de Podgorze, une femme de caractère à l'humour sec, qui trouvait en son mari la personne la plus calme qu'elle eût jamais connue, et qui découvrit avec le temps que ce calme n'était pas absence de sentiments, mais une manière bien particulière d'entrer en relation avec la réalité. Une manière qu'elle respectait sans toujours la partager. Ils eurent 3 enfants. Tomasz en 1922, Małgorzata en 1924 et Piotr en 1927. La famille vivait dans l'appartement situé au-dessus de l'entreprise de pompes funèbres, rue Zeroka, dans ce même Kazimierz où Joseph était né. Et les enfants grandirent avec la même familiarité, naturelle face à la mort, que celle qui avait marqué l'enfance de leur père. Même si le monde dans lequel ils grandissaient était différent de celui où Joseph avait grandi, d'une manière qui, dans les années 1920 et 1930, paraissait encore gérable, mais qui ne le paraîtrait plus dans les années 1940. Lorsque les Allemands arrivèrent à Cracovie en septembre 1939, Joseph avait 43 ans et cela faisait 25 ans qu'il dirigeait l'entreprise funéraire héritée de son père, entreprise qu'il avait agrandie et modernisée pendant ce temps, tout en restant fondamentalement la même que celle bâtie par Stanisław, reposant sur la même réputation de discrétion et d'efficacité qui avait assuré aux Grabowski leur place dans le tissu des services de la ville. L'occupation affecta l'activité de Joseph d'une manière qui, dans d'autres circonstances, aurait été presque comiquement paradoxale, car la guerre et la violence systématique de l'occupation entraînèrent une hausse significative de la demande de services funéraires, tout en compliquant simultanément leur exécution à cause des restrictions de circulation, de la pénurie de matériaux et de la nécessité de coordonner avec des autorités d'occupation qui avaient leur propre protocole pour la gestion des morts, lesquels ne coïncidaient pas toujours avec les usages établis par des décennies de pratiques civiles. Joseph traversa ces complications avec le même sens pratique efficace qui lui avait permis de surmonter toutes les difficultés précédentes de son activité. Non pas parce qu'il n'avait pas d'opinion sur ce qui se passait, mais parce que l'opinion était une chose et le travail en était une autre. Et tant qu'il y avait du travail à faire, l'opinion pouvait exister sans interférer avec lui, jusqu'au moment où il devint nécessaire qu'elle interfère. Ce moment arriva pendant l'hiver 1941, partie 2, le déclencheur, le jour où la mort devint la vie. Le ghetto de Cracovie fut créé en mars 1941 dans le quartier de Podgorze, de l'autre côté de la Vistule, par rapport à Kazimierz, où Joseph avait son entreprise. C'était un ghetto plus petit que celui de Varsovie, avec environ 15 000 personnes à son maximum, et dont la dynamique présentait, dès le début, la violence concentrée et systématique de tous les ghettos du gouvernement général. Avec cette particularité que Cracovie était la capitale administrative de ce territoire, et que, de ce fait, la présence allemande y était plus dense et plus organisée que dans d'autres villes. Joseph avait à Kazimierz, l'ancien quartier juif, qui se trouvait hors du ghetto, des contacts liés à des décennies de voisinage qu'aucun décret administratif ne pouvait totalement effacer. Grâce à ces contacts, il commença à recevoir, dans les mois qui suivirent l'établissement du ghetto, des informations sur ce qui s'y passait, d'une qualité et d'un degré de détail différents de ce que relayait la presse collaborationniste ou des rumeurs du marché. Ces informations portaient sur les conditions de vie, qui se dégradaient avec une rapidité telle que même ceux qui s'étaient attendus au pire
constatait que le pire était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Elle portait sur les rafles et les convois qui partaient régulièrement, et que ceux qui se trouvaient dans le ghetto n'appelaient déjà plus des réinstallations, mais par des noms qu'on ne pouvait prononcer à voix haute, parce que les prononcer revenait à admettre ce qu'ils signifiaient. Elle portait sur des personnes précises, des personnes que Joseph connaissait par leur nom, par leur visage et par les enterrements auxquels il avait assisté lorsqu'un membre de leur famille était mort avant la guerre. Des personnes désormais enfermées dans le ghetto, en danger, et qui avaient besoin d'en sortir sans en avoir la possibilité. Joseph passa 3 semaines avec ces informations avant d'agir, non pas parce qu'il les ignorait, mais parce qu'il en faisait ce qu'il faisait de tout problème exigeant une solution, le démonter en ses éléments constitutifs, comprendre la nature de chacun, chercher quels outils disponibles pouvaient s'appliquer à chacun de ces éléments. L'outil le plus évident et le plus entièrement sien était son entreprise funéraire. Une entreprise de pompes funèbres a une caractéristique qui la distingue de pratiquement toute autre activité. Elle opère des 2 côtés de n'importe quelle frontière physique ou administrative, parce que la mort ne respecte pas les frontières et que les morts doivent être transportés depuis l'endroit où ils meurent jusqu'à celui où ils sont enterrés. Et ces 2 lieux ne se trouvent pas toujours du même côté d'une ligne de séparation. Dans le contexte du ghetto de Cracovie, cela signifiait que l'entreprise Grabowski disposait de laissez-passer pour entrer dans le ghetto, afin d'y récupérer les défunts morts à l'intérieur, et dont l'inhumation avait été organisée à l'extérieur, dans des cimetières qui ne se trouvaient pas dans le périmètre du ghetto. Le corbillard des Grabowski était donc l'un des rares véhicules à franchir régulièrement le périmètre du ghetto, dans les 2 sens, sans éveiller de soupçon. Parce qu'il s'agissait tout simplement de la logique même du métier funéraire. Joseph reconnut cette caractéristique comme l'outil central du système qu'il allait mettre au point, avec la même évidence avec laquelle son père lui avait appris à reconnaître l'outil approprié à chaque tâche, non pas le plus sophistiqué ni le plus élaboré, mais celui qui résout le problème avec le minimum de complications inutiles. Le corbillard franchissait le périmètre avec des cercueils. Les cercueils pouvaient contenir autre chose que des morts. La question était « Comment ?» Partie 3. Le système. L'ingénierie de la mort. Ce que Joseph conçut dans les semaines suivantes était un système reposant sur 3 éléments qui devaient fonctionner simultanément et avec une précision absolue. Car une défaillance de l'un d'eux rendait les 2 autres inutiles. Le premier élément était le cercueil. Joseph fabriquait depuis toujours ses propres cercueils, dans l'atelier attenant à l'entreprise, avec le bois qu'il achetait depuis des années au même fournisseur et avec les outils qui avaient appartenu à son père avant d'être les siens. Cette connaissance de la fabrication des cercueils lui permettait de réaliser des modifications qui auraient été impossibles pour quelqu'un qui aurait acheté ces cercueils chez un fabricant, parce que ces modifications devaient être invisibles de l'extérieur et parfaitement fonctionnelles de l'intérieur. La modification de base consistait en un double fond. Le cercueil avait un fond visible, celui que verrait n'importe quel inspecteur en regardant à l'intérieur, et un fond réel, situé 15 cm plus bas, créant un espace de 15 cm de profondeur sur toute la longueur du cercueil, capable d'accueillir une personne adulte complètement allongée, à condition qu'elle ne dépasse pas 1,75 m. Pour les personnes plus grandes, Joseph disposait de cercueils de dimensions supérieures, qu'il justifiait comme destinés à des corpulences importantes ou à des enterrements avec double trousseau funéraire. Une pratique existant dans certains rites funéraires et qui fournissait un alibi crédible à cette taille inhabituelle. Le faux fond était construit avec le même bois que le reste du cercueil, traité avec les mêmes vernis
et les mêmes finitions. De sorte que si quelqu'un regardait à l'intérieur avec le corps du défunt posé dessus, aucune ligne visible n'indiquait la présence d'une autre couche en dessous. Les joints entre le faux fond et les parois latérales étaient scellés avec un composé que Joseph avait lui-même mis au point à base de cire, de résine et de pigments de bois, de façon à rendre l'assemblage visuellement identique à n'importe quel autre joint structurel du cercueil. L'accès à l'espace inférieur se faisait par les côtés, grâce à un système de panneaux coulissants aménagés dans les deux parois latérales du cercueil, pouvant être ouverts de l'intérieur comme de l'extérieur, mais qui, de l'extérieur, exigeait de connaître le point de pression exact, déclenchant le mécanisme. Ce point était dissimulé dans le décor même du cercueil. Une moulure sculptée qui, dans les cercueils ordinaires, n'était qu'ornementale et qui, dans ceux de Joseph, constituait l'élément fonctionnel central du système. La ventilation était le problème technique le plus délicat. Un espace clos de 15 cm de profondeur, contenant une personne adulte, épuise l'oxygène disponible en environ 45 minutes, dans des conditions de repos absolu. Joseph avait besoin que le système reste sûr, pendant des trajets pouvant durer jusqu'à 2 heures, dans les contrôles les plus lents. Il résolut cela en mobilisant un savoir que personne d'autre n'aurait pu appliquer de cette manière au problème. Les cercueils en bois, surtout lorsqu'ils sont vernis, présentent une perméabilité au gaz qui varie selon l'essence de bois et la porosité du vernis. Dans des conditions ordinaires, cette perméabilité est totalement insignifiante, parce que le contenu d'un cercueil fermé ne respire pas. Mais Joseph savait, par des décennies de travail avec des corps à différents stades de décomposition dans des espaces clos, que même à travers le bois verni, il existe un échange gazeux qui, bien que minime, est réel et qui, dans les conditions spécifiques de température et d'humidité de l'automne et de l'hiver polonais, pouvait suffire à maintenir une concentration d'oxygène viable pendant la durée de ces trajets, à condition que les personnes cachées dans l'espace inférieur gardent une respiration lente et volontaire afin de réduire au minimum leur consommation d'oxygène. Il le vérifia expérimentalement avant d'utiliser le système avec de vraies personnes, en se glissant lui-même dans l'espace inférieur, cercueil fermé, et en mesurant le temps pendant lequel il pouvait y rester en respirant de façon contrôlée avant l'apparition des premiers symptômes de manque d'oxygène. Le résultat fut d'1h40, ce qui suffisait pour tous les trajets qu'il prévoyait, avec une marge de sécurité d'au moins 20 minutes. Il y ajouta un système de signalisation interne, une fine corde sortant de l'intérieur de l'espace inférieur par un canal ménagé dans la paroi du cercueil et allant jusqu'à la main du conducteur du corbillard, qui était toujours lui-même ou l'un de ses fils aînés, tous deux connaissant le système. Une traction signifiait que tout allait bien. 2 tractions signifiaient une difficulté modérée. 3 tractions signifiaient une urgence et obligeaient à s'arrêter et à trouver immédiatement un moyen d'ouvrir l'accès latéral. En 2 ans de fonctionnement du système, la corde fut tirée 3 fois avec le signal d'urgence. Dans les 3 cas, il s'agissait d'une crise aiguë de claustrophobie, rendant impossible la poursuite du trajet, et non d'un manque d'oxygène. Dans les 3 cas, Joseph trouva le moyen d'arrêter le corbillard à un endroit où l'ouverture de l'accès latéral ne serait pas visible, et de stabiliser la personne avant de repartir. Le deuxième élément du système était le cadavre. C'était la partie du système qu'aucune autre personne, dans aucune autre profession, n'aurait pu mettre en œuvre comme Joseph le fit. Et c'était aussi la partie qui rendait le système pratiquement indétectable pour tout inspecteur, agissant selon des instincts et des connaissances ordinaires. Le principe était simple et profondément typique de Joseph. Le meilleur bouclier pour dissimuler des vivants dans un cercueil était un véritable mort posé au-dessus d'eux. Pas une simulation de mort,
pas une odeur artificielle de décomposition. Pas l'un des artifices qu'aurait pu tenter quelqu'un dépourvu du savoir de Joseph. Un vrai cadavre, au stade approprié de décomposition, déposé au-dessus du faux fond sous lequel se trouvaient des personnes vivantes, produisant cette odeur spécifique que quiconque connaît la mort reconnaît instantanément comme l'odeur de ce que le cercueil est censé contenir. Joseph avait accès à des cadavres, pour des raisons professionnelles tout à fait ordinaires. Dans le contexte du ghetto de Cracovie, où la mortalité était extrêmement élevée à cause de la combinaison de la faim, de la maladie et de la violence directe, il y avait un flux constant de corps devant être pris en charge, et dont les familles, dans bien des cas, n'avaient pas les moyens d'organiser des funérailles complètes, dépendant donc des services municipaux ou des entreprises funéraires opérant dans le ghetto pour la gestion la plus élémentaire. Joseph coordonnait son action avec plusieurs de ses circuits afin d'accéder à des corps pouvant être utilisés dans le système. En particulier, des corps de personnes mortes de causes naturelles ou de maladies non contagieuses, n'ayant pas de famille susceptible d'identifier le corps à destination finale, et dont l'apparence correspondait au type de défunt que le service funéraire prétendait transporter. Cette partie du système exigeait une collaboration à l'intérieur du ghetto, que Joseph établit par l'intermédiaire d'un médecin nommé Nachman Silberman, qui avait la double qualité d'être résident du ghetto et d'avoir été, avant la guerre, étudiant dans la même université que Tomasz, le fils aîné de Joseph. Il existait donc entre eux un lien de confiance antérieur à la situation elle-même, et donc plus solide qu'une confiance née uniquement de l'urgence. Silberman coordonnait la disponibilité de corps adéquats, ainsi que les familles du ghetto ayant besoin du système pour des personnes précises. Joseph coordonnait la logistique du transport et les lieux d'arrivée à l'extérieur du ghetto. Le troisième élément était l'odeur. Kessler, l'Unterscharführer de l'ouverture de ce récit, avait senti quelque chose qui l'avait convaincu que le cercueil contenait bien ce qu'il devait contenir. Cette odeur n'était ni accidentelle ni simplement due à la présence d'un vrai cadavre à l'intérieur. Elle résultait du fait que Joseph avait appris, au fil de décennies de travail, que l'odeur de la mort n'est pas uniforme, mais varie selon le stade de décomposition, les conditions environnementales, le type de mort, et qu'un inspecteur connaissant ces facteurs pourrait, en théorie, déceler que l'odeur ne correspondait pas à la description du décès indiqué sur le certificat. Pour éliminer cette possibilité, Joseph avait mis au point un protocole de gestion des odeurs, ajustant le stade de décomposition du corps au type de décès déclaré. Pour un défunt censé être mort du typhus, le corps devait avoir l'odeur spécifique du typhus, mêlée à la décomposition initiale, correspondant au nombre d'heures écoulées depuis la mort. Pour un défunt censé être mort de vieillesse, l'odeur devait être différente, tant dans sa composition que dans son intensité. Ces ajustements étaient obtenus par des procédés que Joseph connaissait grâce à son travail ordinaire, mais qu'il appliquait avec une précision supplémentaire qui aurait surpris même un collègue de longue date. Car la marge d'erreur admissible était nulle. Le système complet était donc l'intersection de trois types de savoir qu'on trouve rarement réunis chez une seule et même personne. La connaissance technique de la fabrication des cercueils, la connaissance médicale des processus de décomposition et la connaissance opérationnelle des procédures des contrôles allemands, que Joseph avait accumulé au fil de mois d'observation systématique de la manière dont ces convois funéraires étaient traités à chacun des postes de contrôle qu'il franchissait régulièrement. Partie 4. Les contrôles. Toujours plus près. Le premier transport que Joseph effectua avec le système complet eut lieu en mars 1942 et emporta 2 personnes. Un homme et sa mère de 70 ans, qui possédaient des papiers les identifiant comme résidents polonais non juifs d'un village situé à 30 km
de Cracovie et qui avait besoin de quitter le ghetto avant un convoi vers l'Est sur la liste duquel il figurait. L'homme s'appelait Szymon Weiss. Il avait 45 ans et ce regard particulier des personnes qui ont pris une décision dont elles savent qu'elle est la seule possible, mais ignorent encore si elles sauront l'exécuter quand le moment viendra. Sa mère, Regina Weiss, avait 70 ans et possédait le calme de ceux qui ont vécu très longtemps et savent qu'il existe des situations qu'on ne peut évaluer à l'avance et que la seule information pertinente est de savoir si l'on survit ou non. Joseph leur expliqua le système dans le sous-sol de l'entreprise funéraire, avec la concision du professionnel qui connaît si bien ce qu'il fait qu'il peut l'exposer en moins de mots qu'il n'en faudrait à n'importe qui d'autre, mais avec assez de détails pour qu'ils comprennent exactement ce qui allait se passer et ce qu'on attendait d'eux à chaque étape du processus. Il leur expliqua la position, entièrement allongée, les bras le long du corps et non sur la poitrine. Parce que les bras croisés sur la poitrine créaient une élévation du profil corporel susceptible d'être visible si quelqu'un observait de près. Les yeux fermés, non pour des raisons esthétiques, mais parce que des yeux ouverts dans l'obscurité consomment un effort visuel que le cerveau traite comme une information d'orientation. Et qu'en l'absence d'information visuelle, cela se transforme en désorientation, laquelle engendre à son tour des réactions de panique. Il leur expliqua la respiration, lente et superficielle, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Le rythme que Joseph avait déterminé empiriquement comme maximisant la durée de sécurité dans cet espace. Il leur expliqua le système de la corde et la signification de chaque signal. Et il leur expliqua ce qu'il y aurait au-dessus d'eux, avec cette franchise qui était la seule manière de procéder. Parce que ne pas le faire aurait créé une incertitude plus dangereuse que la réalité elle-même. Il leur dit qu'au-dessus du faux fond, sous lequel ils se trouveraient, il y aurait le corps d'une personne décédée. Que ce corps constituait la protection la plus efficace que le système pouvait leur offrir. Que l'odeur émanant de ce corps ferait qu'aucun inspecteur n'aurait envie de pousser son enquête au-delà de ce que ses sens lui disaient déjà. Il leur demanda s'ils pouvaient accepter cela. Regina Weiss répondit qu'elle avait survécu à des pogroms, à 2 guerres et à 70 années de monde, et qu'elle pouvait survivre à cela aussi. Szymon dit que si sa mère le pouvait, lui aussi. Le premier trajet dura 57 minutes et franchit 2 contrôles. Le premier fut bref, 5 minutes, avec 2 auxiliaires qui vérifièrent les papiers du service et regardèrent le cercueil de l'extérieur sans y toucher. Le second fut plus long, 12 minutes, avec un officier qui demanda le certificat de décès et examina l'extérieur du cercueil avec plus d'attention que les auxiliaires du premier contrôle, touchant le bois, vérifiant les scellés des joints, frappant doucement le côté du cercueil avec les jointures de ses doigts. La réponse acoustique de la paroi latérale fut celle d'un cercueil rempli de ce qui devait s'y trouver, et non celle d'un cercueil contenant un vide. Parce que le faux fond et les personnes dissimulées dans l'espace inférieur faisaient que la masse totale du contenu correspondait à peu près à celle attendue pour le type de cercueil présenté par Joseph. L'officier laissa partir le cortège. Szymon et Regina arrivèrent à l'adresse convenue, dans la périphérie de Cracovie, où une famille polonaise les attendait avec de nouveaux papiers et un plan pour les mois suivants. Ils survécurent tous les 2. Le 4e contrôle, dont Joseph se souvenait comme du plus difficile sur le plan technique, eut lieu durant l'été 1942, à un moment où le SD avait renforcé la surveillance de tous les véhicules franchissant le périmètre du ghetto. Après plusieurs tentatives d'évasion avortées qui avaient alerté les autorités sur la possibilité que les services de transport soient utilisés à des fins clandestines. Pendant cette période, les contrôles comprenaient l'inspection tactile de l'extérieur des cercueils,
la vérification à l'aide d'un thermomètre de la température du bois. Ce qu'un inspecteur entraîné pouvait utiliser pour détecter la différence entre le bois recouvrant un espace vide et celui recouvrant un espace contenant des personnes, dégageant de la chaleur corporelle. Et, dans certains cas, l'ouverture du cercueil pour vérification directe. Joseph avait anticipé cette vérification thermique et mis au point contre elle un système qui constituait probablement l'élément le plus ingénieux de toute son opération. La chaleur corporelle des personnes cachées dans l'espace inférieur augmentait la température du bois au-dessus d'elle d'environ 2 degrés Celsius. Une différence détectable à l'aide d'un thermomètre de contact. Joseph avait appris à la masquer en insérant une couche de matériaux isolants à faible densité entre le faux fond et le fond visible, qui absorbait ce différentiel thermique, de sorte que le bois extérieur des parois latérales du cercueil présentait une température uniforme, quel que fût son contenu. Le matériau isolant était constitué de crins de cheval comprimés entre 2 feuilles de lin. Le même matériau que celui qu'on utilisait alors dans les matelas, et que Joseph achetait sans éveiller l'attention, puisqu'il était parfaitement normal de l'employer en tapisserie ou dans la finition de cercueils de meilleure qualité. Lors de ce 4e contrôle, un inspecteur utilisa le thermomètre de contact en 4 points de l'extérieur du cercueil et obtint des mesures uniformes en chacun d'eux. Il laissa passer le cortège. Il y avait 3 personnes dans l'espace inférieur. L'incident du début de cette histoire, celui où Kessler intervint guidé par son odorat, fut celui qui passa le plus près du désastre. Non pas parce que le système échoua, mais parce que Kessler était un inspecteur plus habile que la moyenne, et parce que le cercueil de ce transport précis présentait une caractéristique que Joseph n'avait pas pu maîtriser complètement. Le défunt placé ce jour-là au-dessus du faux fond était un homme mort de septicémie, ce qui produit une odeur de décomposition inhabituellement intense dans les 48 premières heures suivant le décès. Plus intense que ne l'aurait été l'odeur du typhus, qui figurait pourtant comme cause de mort sur le certificat. Joseph le savait, et il l'avait expliqué aux 3 passagers de ce voyage avant qu'ils ne montent dans le corbillard. Il leur avait dit que l'odeur serait plus forte que d'habitude, qu'elle risquait de provoquer des nausées, mais qu'ils ne pourraient pas vomir dans l'espace, car le bruit serait audible de l'extérieur. Tous les 3 l'avaient accepté. Quand Kessler s'approcha du cercueil et sentit ce qu'il contenait, ce qu'il perçut fut la septicémie, plus la décomposition, plus la cire des scellés des joints, plus le vernis du bois, plus l'odeur du foin couvrant le sol du corbillard. Et la combinaison de toutes ces odeurs était suffisamment cohérente avec l'image d'un cercueil transportant un défunt infecté pour que Kessler, qui connaissait l'odeur de la mort, mais ne possédait pas la connaissance technique spécifique de la différence entre l'odeur du typhus et celle de la septicémie, conclut que ce qu'il sentait était bien ce que disait le certificat. Ce fut une marge très étroite. Après cet incident, Joseph adapta le système de manière à ce que le certificat de décès corresponde toujours à un type de mort produisant l'odeur la plus forte et la moins spécifique, à savoir la septicémie avancée. Parce que l'intensité de l'odeur constituait en elle-même, pour les inspecteurs, un signal indiquant qu'ouvrir le cercueil avait un coût personnel réel qui dépassait largement le bénéfice de la vérification. C'était l'application du même principe qu'Irena avait appliqué avec le bébé. Utiliser comme bouclier contre le danger ce que le danger ne veut surtout pas rencontrer, mais dans sa version la plus macabre et la plus parfaitement efficace qu'il soit possible d'imaginer. Partie 5. Les personnes. Les vies qui ont traversé le bois. Parmi les 94 personnes que Joseph transporta grâce à son système entre 1942 et 1944, la plupart passèrent par l'espace inférieur du cercueil au cours de trajets allant de 40 minutes
à 2 heures, et qui constituèrent l'expérience la plus extrême de leur existence, en matière de confrontation directe et physique avec la mort, dans sa forme la plus concrète et la plus immédiate. Il était impossible d'être dans cet espace sans penser à la mort, parce que la mort se trouvait littéralement au-dessus, à l'épaisseur du bois du faux fond, et parce que l'odeur qui descendait de là-haut était l'odeur la plus incontestable qui soit, du fait que la vie a une fin, que le corps enregistre d'une manière qu'aucune métaphore ne saurait remplacer. Joseph avait pleinement conscience de cet aspect du système et y avait réfléchi avec la même honnêteté qu'à tous les aspects techniques, parvenant à la seule conclusion honnête possible. Le système infligeait à ceux qui l'utilisaient un véritable traumatisme susceptible de laisser des séquelles durables. Mais il était néanmoins infiniment préférable à l'alternative à laquelle ces personnes étaient confrontées si elles ne l'utilisaient pas. Il avait donc développé un protocole de préparation psychologique qu'il appliquait avant chaque transport, différent dans son style de celui qu'Hildegard Weiss avait mis au point pour le tunnel, ou de celui que Martha Wiśniewska avait imaginé pour les paniers, parce que le problème psychologique ici était différent. Il ne s'agissait pas de l'obscurité ni de l'immobilité, mais de la proximité physique et olfactive avec la mort, et les ressources dont disposait Joseph pour l'aborder étaient celles très particulières d'un homme ayant passé toute sa vie en relation avec la mort et ayant développé une manière d'en parler, qui n'était ni déni ni euphémisme, mais présence directe, sans dramatisation. Il disait à chaque personne, avec les mots précis qu'il avait affinés au fil des transports, que ce qui se trouverait au-dessus d'elle était ce qui restait de quelqu'un qui avait lui aussi été une personne, avec un nom et une vie, et qui était parvenu à la fin que tous les êtres vivants atteignent. Que, dans ce contexte, cet être devenait leur protecteur de la seule manière dont les morts peuvent protéger les vivants, en étant ce qu'ils sont, et donc ce que les inspecteurs s'attendent à trouver dans un cercueil, que l'odeur qu'ils sentiraient était celle du processus par lequel le corps redevient partie du monde qui l'a composé, et que ce processus n'avait rien de répugnant en soi, même s'il pouvait le paraître, mais n'était que la continuation de quelque chose qui avait commencé bien avant cet instant. Il ne prétendait pas que cela supprimait l'horreur. Il prétendait seulement lui donner un cadre qui la rendait moins paralysante. Cela fonctionna dans la plupart des cas. La personne qui se souvint avec le plus de précision de l'expérience dans les années suivantes fut une femme nommée Esther Katz, qui avait 34 ans lorsqu'elle franchit le périmètre du ghetto dans le cercueil de Joseph à l'automne 1942 et qui, en 1991, à l'âge de 83 ans, donna un entretien au musée d'histoire de Cracovie à propos de cette période. Esther faisait partie de ces personnes qui traitent les choses par la parole, qui ont besoin de raconter ce qu'elles ont vécu pour comprendre ce qu'elles ont vécu. Et cet entretien avait cette qualité très particulière de quelqu'un qui attend qu'on lui pose ces questions depuis des décennies et qui sait très exactement ce qu'il veut dire. Elle déclara que le plus difficile, durant les 53 minutes qu'elle avait passées dans l'espace inférieur du cercueil, n'avait pas été l'odeur, même si cette odeur avait été l'expérience sensorielle la plus intense de sa vie. Le plus difficile avait été la conscience de la structure même du cercueil au-dessus d'elle. La présence physique du bois à quelques centimètres de son visage et la façon dont cette présence poussait inévitablement la pensée vers ce que signifiait être dans cet espace. Être à l'endroit où l'on dépose les morts. Et que cette pensée produisait une superposition entre ce qu'elle était, une personne vivante à cet instant, et ce que signifiait cet espace, à savoir la place des morts. Elle dit qu'à un moment du trajet,
elle avait cessé de ressentir cette superposition comme quelque chose de troublant et avait commencé à l'éprouver comme autre chose, qu'elle ne savait pas vraiment nommer, mais qui avait à voir avec le sentiment qu'être ainsi, de façon si littérale, entre la vie et la mort, avait modifié quelque chose dans son rapport à l'une comme à l'autre. Elle ne pouvait pas l'exprimer avec précision, mais c'était réel, et cela était demeuré avec elle durant les 50 années suivantes. Elle dit qu'elle ne croyait pas qu'elle aurait pu parvenir à cette compréhension d'aucune autre manière. Elle dit qu'elle ne recommanderait pas la méthode, mais que, si elle devait trouver quelque chose dans ces 53 minutes, qui ne soit pas seulement le fait d'avoir survécu, c'est cela qu'elle y trouvait. Une autre personne dont Joseph documenta l'histoire avec plus de détails que celle des autres fut Mordechai Lewi, qui avait 62 ans lorsqu'il franchit le périmètre, et qui était rabbin de l'une des communautés du ghetto. Sa présence dans le système introduisit une dimension que Joseph n'avait pas anticipée au moment de sa conception, et qui nécessita une conversation que ni l'un ni l'autre n'avait prévu d'avoir. Mordechai avait été conduit à Joseph par un intermédiaire qui lui avait expliqué la situation du rabbin et l'urgence de son départ. Joseph avait donné l'explication habituelle du système, y compris la partie concernant le cadavre placé au-dessus du faux fond. Mordechai l'avait écouté, puis avait posé une question à laquelle Joseph ne s'attendait pas. Il demanda si le cadavre qui se trouverait au-dessus de lui était juif. Joseph répondit que oui, que dans la plupart des cas, les corps qu'il utilisait provenaient du ghetto et qu'ils étaient donc presque toujours juifs. Mordechai lui expliqua que, selon la loi juive, le contact avec un cadavre entraînait une impureté rituelle, nécessitant un processus de purification, et que si les circonstances de danger de mort justifiaient à peu près toute transgression de la loi rituelle, il existait néanmoins une distinction importante entre l'usage du corps d'un non-juif et celui du corps d'un juif, parce que le second impliquait aussi la question de la dignité du défunt et de ses éventuels proches. Joseph écouta cette explication avec attention. Puis il dit qu'il comprenait cette préoccupation et que, lorsqu'il y aurait le choix, il utiliserait un cadavre non-juif si cela était possible. Mais qu'il tenait à ce que Mordechai sache que dans tous les cas, quelle que soit l'identité du défunt, le corps était traité avec le même respect que celui avec lequel Joseph traitait tous les corps passant par son entreprise. Le respect que son père lui avait appris et qui ne variait selon aucune catégorie. Mordechai le regarda un moment. Puis, il dit que c'était bien et qu'il traverserait. Il arriva à destination sans incident. Il partit pour Israël en 1945, où il vécut jusqu'en 1971. Dans son testament, il fit écrire qu'il voulait qu'à ses funérailles, on mentionne qu'il avait traversé de la mort à la vie dans un cercueil, et que cette expérience lui avait appris quelque chose sur la valeur de la vie qu'aucun texte qu'il avait étudié n'avait pu lui enseigner avec autant de force. Partie 6. La crise finale. Le jour où le système manqua de Xenexo. Prendre fin. Pendant l'hiver 1943, alors que le ghetto de Cracovie vivait ses dernières semaines avant sa liquidation complète, le système de Joseph affronta sa plus grave crise. Et il ne la rencontra pas de l'extérieur, ni face à un inspecteur plus habile ou à un contrôle plus rigoureux, mais de l'intérieur même du système, à travers l'une des personnes qui le composaient. Le fils aîné de Joseph, Tomasz, qui avait 21 ans et aidait son père depuis des mois dans les transports, conduisant le corbillard pendant que Joseph gérait les papiers et les interactions avec les inspecteurs, fut arrêté en décembre 1943 lors d'une rafle qui n'avait pas de lien direct avec le système funéraire, mais avec des activités menées dans un autre réseau de résistance auquel Tomasz participait de son propre chef, sans en informer complètement son père. Joseph apprit l'arrestation de Tomasz 3 heures après les faits.
par l'intermédiaire d'un contact de l'administration municipale qui avait ses propres raisons de garder cette information discrète, mais considéra que Joseph devait en être informé sans délai. Les 3 heures suivantes furent les plus difficiles des 2 années de fonctionnement du système. Non pas parce qu'il existait un danger immédiat pour le système lui-même, mais parce que Joseph dut, pendant ce laps de temps, prendre une décision qu'aucun père ne devrait avoir à prendre. Suspendre immédiatement le système, protégeant ainsi le réseau tout entier et les personnes qui dépendaient de lui, ou continuer à l'exploiter en prenant le risque que Thomas, sous interrogatoire, puisse fournir des informations compromettant l'ensemble. Cette décision exigeait une évaluation de Thomas, de sa résistance sous la pression, de ce qu'il savait exactement et donc de ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas révéler, même s'il souhaitait le révéler. Et c'était une évaluation que Joseph devait faire sur son propre fils avec l'objectivité de quelqu'un qui examine un composant du système, et non avec la subjectivité du père qui veut que son fils soit ce dont il a besoin. Joseph passa la première heure à évaluer ce que Thomas savait. En raison du cloisonnement mis en place depuis le début, Thomas connaissait les procédures opérationnelles du transport, mais il ne connaissait pas les noms des personnes du ghetto qui coordonnaient la sélection des passagers. Il ne connaissait pas non plus la plupart des destinations à l'extérieur du ghetto. Et il ignorait les sources des cadavres, parce que cette partie du système était gérée directement par Joseph sans y associer ses fils. Ce que Thomas pouvait révéler, c'était l'existence du système et son fonctionnement général, ce qui suffisait à faire fermer l'entreprise funéraire et arrêter Joseph, mais pas à compromettre le réseau du ghetto ni le réseau des destinations extérieures, parce que ces parties du système n'existaient que dans l'esprit de Joseph et de Silberman, et de personne d'autre. Mais il y avait un élément supplémentaire que Joseph devait prendre en compte. Thomas appartenait à un autre réseau de résistance dont Joseph ne connaissait pas entièrement les connexions, ce qui signifiait qu'il pouvait exister des recoupements entre les 2 réseaux qu'il n'avait pas identifiés. Il passa la 2e heure à évaluer ce risque à partir des informations dont il disposait et conclut que ce chevauchement était minime, mais non nul. Au cours de la 3e heure, il prit la décision de continuer à faire fonctionner le système, mais avec des modifications immédiates visant à réduire au minimum le dommage potentiel de toute information que Thomas pourrait fournir. Il suspendit tous les transports pendant 48 heures. Il changea les points de rencontre avec Silberman. Il avertit les 3 principales destinations extérieures au ghetto que Thomas pouvait identifier, afin qu'elles soient prêtes à faire face à une éventuelle visite impromptue des autorités. Puis, il continua. Thomas fut libéré 4 jours plus tard. Joseph ne sut jamais exactement ce qui s'était passé durant ces 4 jours, parce que Thomas n'en parla pas en détail, ni alors ni plus tard, avec cette réticence propre à quelqu'un qui a traversé une situation qu'on ne peut pas entièrement transmettre en mots, et qui choisit donc de ne pas essayer. Ce que Joseph sut en revanche, c'est qu'après la libération de Thomas, aucun agent ne se présenta à l'entreprise funéraire et qu'aucun contact du réseau ne signala d'activité inhabituelle dans les jours qui suivirent. Ils continuèrent. Le dernier transport du système eut lieu le 14 mars 1943, 3 jours avant la liquidation finale du ghetto de Cracovie. Et il emporta 5 personnes, une famille de 4 personnes et un individu seul qui est-elle parvenue jusqu'à Joseph par l'intermédiaire de Silberman, avec un degré d'urgence maximal, parce que leur nom figurait sur la dernière liste de déportation. Le trajet dura 1 heure et 23 minutes et passa par 3 contrôles. Au dernier contrôle, un agent du SD que Joseph n'avait jamais vu à ce poste examina le cercueil plus longtemps que d'ordinaire.
demanda des documents supplémentaires et posa des questions sur l'identité du défunt ainsi que sur les proches assistant aux funérailles. Joseph répondit à chaque question avec les informations qu'il était prêt à fournir. Des informations réelles portant sur un décès réel qu'il avait pris en charge dans les jours précédents et qui fournissaient l'alibi précis de ce convoi. L'agent rendit les documents. Le cortège reprit sa route. Les 5 personnes arrivèrent. 3 jours plus tard, le ghetto de Cracovie fut liquidé. Partie 7. L'héritage. Ce qu'il resta du bois. Le 18 janvier 1945, l'armée rouge libéra Cracovie. Joseph Grabowski se trouvait dans l'atelier de l'entreprise funéraire, en train de construire un cercueil. Lorsque la nouvelle arriva, exactement là où il se serait trouvé n'importe quel autre jour ouvrable de n'importe quelle autre année de sa vie. Et il continua à travailler encore quelques minutes après l'avoir apprise, parce que le cercueil qu'il fabriquait était destiné à un véritable défunt, dont le service était prévu 2 jours plus tard, et que ce défunt aurait besoin de ce cercueil, indépendamment de ce qui se passait dans la rue. Cette continuité du travail ordinaire, au moment extraordinaire, était la description la plus exacte de la manière dont il avait vécu les années précédentes, et probablement de la manière dont il vivrait celle qui lui restait, sans rupture dramatique entre ce que l'instant exigeait et ce que le travail demandait, parce que les deux avaient été une seule et même chose. Agnieszka, sa femme, qui avait su dès le début ce que faisait Joseph et qui avait participé à la gestion des aspects domestiques et administratifs du système, sans jamais poser plus de questions qu'il n'était nécessaire pour accomplir sa part, monta à l'atelier lorsqu'elle entendit la nouvelle et resta un instant debout sur le seuil à regarder son mari, qui continuait de travailler. Puis, elle lui dit que c'était terminé. Joseph répondit que le cercueil n'était pas encore terminé. Agnieszka lui dit qu'elle savait bien que le cercueil n'était pas terminé et qu'elle parlait d'autre chose. Joseph posa ses outils un instant et la regarda. Puis il dit que oui, c'était terminé. Ensuite, il reprit ses outils et continua. Dans les mois et les années qui suivirent, à mesure que les survivants du ghetto de Cracovie, passés par le système de Joseph, commencèrent à le recontacter, Joseph conserva la même attitude que pendant toute l'opération du système. Discrète, pratique, centrée sur les faits concrets de ce qui s'était passé et sans intérêt pour toute élaboration qui aurait transformé ce qu'il avait fait en quelque chose d'autre que ce que cela avait été. Ce que cela avait été, c'était son travail, appliqué à un problème différent de l'ordinaire à l'aide des outils dont il disposait et du savoir qu'il avait accumulé en 40 ans de métier. Quand les chercheurs qui documentaient la résistance civile à Cracovie l'interrogèrent en 1948, Joseph répondit à toutes les questions avec précision et sans esquive, mais avec une constance dans le cadrage de ses réponses que les chercheurs trouvèrent d'abord déroutante, avant de reconnaître avec le temps qu'elle n'était rien d'autre que la manière dont Joseph Grabowski pensait son propre travail. Il disait qu'il avait utilisé ce qu'il savait pour faire ce qu'il fallait faire, et que c'était tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Les chercheurs lui demandèrent s'il avait eu peur. Il répondit que oui, régulièrement, de la même manière qu'il avait senti régulièrement l'odeur de la décomposition pendant 40 ans, comme quelque chose faisant partie du travail, qu'il fallait donc intégrer dans la manière de travailler, et non comme quelque chose déterminant s'il fallait travailler ou non. Ils lui demandèrent s'il y avait un transport particulier dont il se souvenait plus vivement que des autres. Il répondit qu'il se souvenait de tous de la même manière. Cela faisait partie de sa formation de croque-mort. On ne se souvient pas des morts de manière différente les uns des autres. Chacun reçoit la même attention et le même respect. Les chercheurs lui firent remarquer que ceux qu'il avait transportés n'étaient pas des morts, mais des vivants. Joseph répondit que oui, ils avaient raison, qu'il avait été imprécis,
Puis il ajouta qu'il se souvenait de tous de la même manière, parce qu'ils avaient tous exigé le même soin et parce qu'ils avaient tous abouti à la même chose. Ils étaient arrivés. En 1964, Yad Vashem reconnut Joseph et Agnieszka Grabowski comme justes parmi les nations. Joseph ne se rendit pas à Jérusalem pour la cérémonie, car il avait 78 ans et sa santé ne le lui permettait pas. La distinction fut reçue en son nom par Tomasz, qui avait alors 42 ans et qui avait repris l'entreprise funéraire familiale avec la même discrétion et la même efficacité que celles avec lesquelles son père l'avait dirigé toute sa vie. Dans la brève déclaration que Tomasz lut au nom de son père, Joseph n'avait écrit qu'une seule chose qu'il voulait voir consignée. Il avait écrit que les 94 personnes qui avaient franchi le périmètre du ghetto dans ces cercueils étaient arrivées de l'autre côté parce qu'elles avaient eu le courage de faire confiance à quelqu'un qui leur demandait de remettre leur vie entre les mains de la mort afin d'être sauvées par elle. Et que ce courage était le leur, non celui de Joseph, et que c'était ce courage-là qui méritait d'être reconnu. Que lui n'avait fait que construire le cercueil, que c'était eux qui avaient dû y entrer. Joseph Grabowski mourut le 8 octobre 1971, exactement le jour de son 75e anniversaire, à Cracovie, dans le même appartement au-dessus du même local de l'entreprise funéraire où il était né et où il avait passé toute sa vie. Il fut enterré au cimetière de Podgorze, dans ce même quartier où le ghetto avait existé, lors d'une cérémonie simple organisée par Tomasz, exactement le genre de cérémonie que Joseph aurait organisée pour n'importe lequel de ses clients, sans excès ni défaut, avec la dignité propre au travail bien fait. L'entreprise funéraire Grabowski existe toujours à Cracovie. Elle est dirigée par le fils de Tomasz, le petit-fils de Joseph, qui est désormais un homme d'âge mûr et qui a appris le métier de la même manière que son père et son grand-père avant lui. En accompagnant son père dès l'enfance, en regardant comment on faisait avant de le faire lui-même, en comprenant que ce métier n'est pas seulement une technique, mais une relation bien particulière à la mort, qui se construit avec le temps et qui, une fois acquise, ne s'abandonne plus. Dans l'atelier du local, parmi les outils et les matériaux du métier, il y a un vieux cercueil dont personne ne se sert plus et que personne n'a jeté depuis des décennies. Il est en bois de pin, plus grand que la normale pour sa catégorie, avec des moulures latérales servant d'ornement et qui, à un examen plus attentif, révèlent qu'elles sont aussi des points de pression activant un mécanisme qui ne fonctionne plus, parce que les pièces internes se sont usées avec le temps, mais dont les points de contact restent encore visibles pour qui sait où regarder. Le petit-fils de Joseph sait où regarder, parce que Tomasz le lui a montré lorsqu'il avait peut-être 10 ans, en lui expliquant brièvement à quoi cela avait servi. Il ne jette pas le cercueil. Il dit qu'il fait partie de l'inventaire. Il dit que son grand-père aurait dit la même chose, et qu'en cela, son grand-père aurait eu raison, comme presque toujours.